Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Le 28 juin 1914, François-Ferdinand de Habsbourg, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et sa femme Sophie meurent à Sarajevo sous les balles d'un nationaliste bosniaque. Qui aurait pu imaginer alors que cet attentat allait entraîner par le jeu des alliances une vingtaine de pays dans le premier conflit mondial. Retour sur le contexte et les circonstances de cet assassinat qui allait plonger le monde pendant 4 ans dans une guerre industrielle particulièrement meurtrière. En ce début du XXe siècle, l'Europe est dominée par les ambitions et rivalités entre grandes puissances, qui se traduisent par une course aux armements et des velléités coloniales. Plusieurs conflits se déroulent d'ailleurs durant cette période. Guerre des bourgs en Afrique du Sud, entre l'Angleterre et les colons hollandais, la guerre russo-japonaise de 1905, l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Empire austro-hongrois en 1908, celle de la Libye par l'Italie en 1912, et enfin les guerres balkaniques à la même période. Tous ces conflits poussent les États à nouer des alliances. Ainsi, la France et l'Angleterre signent dès 1904 l'entente cordiale, rejoint par la Russie en 1907 pour former la Triple Entente. De leur côté, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie se réunissent pour former la Triple Alliance ou Triplice. Mais si une nation veut prendre l'ascendant sur les autres en Europe, c'est bien l'Allemagne et son belliqueux empereur Guillaume II. Depuis son unification en 1871, l'Allemagne est devenue une puissance industrielle et militaire incontournable. Le Kaiser rêve de créer une flotte capable de rivaliser avec celle de l'Angleterre pour imposer son influence dans le monde entier. Surtout qu'il ne dispose pas d'un empire colonial comme la France ou l'Angleterre. En 1911, une crise éclate entre la France et l'Allemagne au sujet du Maroc, possession française, mais convoitée par Guillaume II. Pour montrer ses muscles, il envoie une canonnière dans la baie d'Agadir. Heureusement, un accord est trouvé et l'affrontement entre les deux anciens ennemis est évité. Pour un temps du moins. Reste l'Empire austro-hongrois, qui a perdu de sa superbe depuis la seconde moitié du XIXe siècle et qui a du mal à conserver un semblant d'unité avec les différentes populations, ethnies et cultures qui le composent. La naissance des nationalismes et l'antagonisme entre communautés paralysent le développement de la vie politique, avec, qui plus est, son vieil empereur François-Joseph, qui ne comprend pas que son monde est en train de changer. Le 28 juin 1914, le prince héritier d'Autriche-Hongrie et sa femme sont venus assister à des manœuvres militaires à Sarajevo, en Bosnie.
Mais c'est aussi un voyage d'agrément pour les deux époux qui souhaitent se montrer à la population de cette région récemment rattachée à l'Empire. François Ferdinand sait qu'il ne tardera pas à succéder à son oncle, avec qui il ne s'entend pas très bien. Il plaide pour l'octroi d'une plus grande autonomie et moins de discrimination envers les peuples qui ne sont ni allemands ni hongrois. Mais cette visite est aussi considérée comme une provocation par les nationalistes serbes, nombreux sur ce territoire. Après une rapide inspection d'une caserne militaire, un cortège de 6 voitures se forme pour se rendre à l'hôtel de ville. François Ferdinand et Sophie prennent place à l'arrière du second véhicule en compagnie du général Potiorek, gouverneur de Bosnie-Herzégovine, et du comte Arash, garde du corps de l'archiduc. Ils empruntent le quai Apple qui longe la rivière Midjaka sans se douter qu'un danger les menace. En effet, un groupe de 7 jeunes nationalistes qui militent pour l'indépendance des peuples slaves du Sud a décidé de tuer l'archiduc, sans doute manipulé par l'organisation terroriste La Main Noire. Posté tout le long du parcours, mais sans plan précis, il compte sur une occasion pour passer à l'acte. Les 2 premiers, pour des raisons diverses, laissent passer le convoi. Mais le troisième, un certain Kabrinovic, n'hésite pas et lance sa bombe, sans doute trop tôt. Le chauffeur voit un objet métallique voler dans sa direction. Sentant un danger, il accélère. La bombe rebondit sur la capote arrière et explose sous les roues du véhicule suivant, creusant un énorme cratère, mais surtout blessant gravement les passagers, un policier et des spectateurs. Gabrinovic s'enfuit en sautant dans la rivière. Il avale du cyanure, mais le poison n'agit pas et il est arrêté. Le reste des conspirateurs s'est dispersé dans la foule après ce coup manqué. Pendant ce temps, François Ferdinand est arrivé à l'hôtel de ville. Le maire, qui a pourtant entendu l'explosion, commence son discours de bienvenue. Furieux, l'archiduc l'interrompt. C'est inadmissible. Est-ce l'habitude des Bosniaques d'accueillir par des bombes ceux qui viennent pacifiquement à eux et de bonne foi? Devant la sidération du maire, Sophie réussit à l'apaiser et les mondanités reprennent dans un climat tendu. Renonçant à visiter un musée initialement prévu, l'archiduc décide d'aller au chevet des blessés qui ont été transportés à la forteresse du Konak. Un nouvel itinéraire est donc programmé pour éviter le centre-ville et reprendre le quai Apple. Le cortège a été réduit à 4 voitures. Le couple reprend place dans le cabriolet qui suit la voiture de tête. Par peur d'un nouvel attentat, le comte Arash est monté debout sur le marchepied, côté rivière, afin de faire rempart de son corps si besoin. Pour sa part, le général Potiorek s'installe à l'avant. Mais personne n'a eu l'idée d'informer les chauffeurs de ce changement d'itinéraire. C'est au moment de bifurquer sur le nouveau trajet que le général Potiorek s'aperçoit de leur ignorance. Il crie au chauffeur de s'arrêter car il ne prend pas la bonne direction. Celui-ci immobilise la voiture
pour faire marche arrière. C'est alors que surgit un des membres du commando, Gavrilo Princip. Le hasard a fait que la voiture stoppe devant lui alors qu'il se trouvait au milieu des curieux. Une véritable aubaine pour le jeune extrémiste. Renonçant à utiliser sa bombe, il sort un pistolet et tire par 2 fois. Arrache, qui est à l'opposé du tireur, assiste impuissant à la scène. Il voit l'archiduchesse touchée à l'abdomen, s'effondrer sur les genoux de son mari. Celui-ci crie « Sophie, Sophie, ne meurs pas, reste en vie pour les enfants !» Mais lui-même a été touché sur le côté droit. La balle s'est logée dans la colonne vertébrale après être entrée par le cou. Il tente quand même de rassurer le comte Arrache, mais l'archiduc est à l'agonie. La voiture ne met que quelques minutes pour rejoindre l'hôpital, mais pour l'archiduchesse, il est déjà trop tard. Quant à François Ferdinand, il est tombé dans le coma. Les médecins tentent vainement de le ranimer. Mais à 11h45, l'héritier de l'Empire austro-hongrois rend son dernier souffle. Quant à Gavrilo Princip, il a été arrêté après avoir lui aussi tenté vainement de se suicider. Dans les semaines qui suivent, Vienne accuse la Serbie d'être l'instigatrice de cet attentat. L'Autriche-Hongrie pose un ultimatum en plusieurs points au gouvernement de Belgrade. Elle exige que celui-ci réprime toute propagande dirigée contre l'Empire, qu'il recherche et punisse les complices des meurtriers, et surtout que des fonctionnaires austro-hongrois participent à l'enquête sur leur territoire. La Serbie ne peut accepter une telle ingérence et reçoit le soutien de la Russie. Ce refus entraîne la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Tout s'enchaîne ensuite très vite. Le 28 juillet, Vienne déclare la guerre à la Serbie. Le 30 juillet, la Russie, protectrice de la Serbie, décrète la mobilisation générale. Le 1er août, l'Allemagne, alliée de l'Autriche, déclare la guerre à la Russie, tandis que la France mobilise à son tour. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le 4 août, la violation de la neutralité belge par l'Allemagne conduit l'Angleterre à rejoindre la France et la Russie dans la guerre. En quelques jours, le système des alliances qui s'était mis en place en Europe plonge le monde dans la guerre. Une guerre sans commune mesure avec les précédentes, avec ses 20 millions de morts civils et militaires. Quant au principal responsable, Gavrilo Princip, il est condamné à la prison à perpétuité en raison de son jeune âge et meurt de la tuberculose en 1918. Voilà pour l'origine de la guerre 14-18. Merci à vous de m'avoir suivi et avec moi, faites vivre l'histoire. Salut! Allons le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française.